Bonjour tout le monde, rebonjour pour certains, bonjour pour ceux qui n'étaient pas là hier. Donc juste un petit point, 30 secondes pour remettre un peu le cadre pour ceux qui n'étaient pas là hier. Donc merci d'être présents à ces journées d'études. Donc on a organisé ces journées d'études dans le cadre d'un projet ANR qui est financé par l'Agence nationale de la recherche en France. Qui nous a permis de conduire une recherche pendant 4 ans avec l'équipe PsyTC de l'Université libre de Bruxelles qui est représentée ici par Cécile van der Lemput et Jan van der Linden et un ensemble de collègues du laboratoire clé ici à l'Université Jean Jaurès. Donc on a pu conduire des recherches sur ces questions, je dirais, de la perception des tablettes et de l'apprentissage avec les tablettes. Et on a, à l'occasion de ces journées, invité d'autres collègues, notamment d'autres villes, voire même d'autres pays, on l'a vu hier, pour nous présenter un peu leurs travaux, apporter d'autres éclairages, d'autres approches sur ces questions des tablettes et de l'éducation. Donc nous avons la chance d'accueillir Hugo Balengain. Ok, merci. Donc il travaille avec Thierry Bacchino donc, sur la question notamment de la lecture numérique et l'engagement cognitif ici en lecture sur tablette. Donc je te laisse la parole, Hugo. Merci. Et donc merci à Franck et à Julie pour leur invitation ici à Toulouse. Donc oui, aujourd'hui je vais vous parler de l'engagement cognitif. Donc on va voir qu'est-ce qu'on entend par engagement cognitif ici en lecture numérique. Mais d'emblée, je tiens à préciser que durant mes travaux de thèse et ici dans ma présentation en particulier, je n'ai pas étudié les apprentissages en tant que tels. On s'est servi des tablettes pour étudier justement cet engagement cognitif et on va voir pourquoi justement les tablettes elles sont intéressantes pour étudier l'engagement cognitif. Donc rapidement, moi je me présente, je suis doctorant, je termine ma thèse en fait cette année sous la direction du professeur Thierry Bacchino et j'ai travaillé sur cette question de l'implication du corps dans l'engagement cognitif. Et donc cette année, l'année prochaine, je suis à terre à Créteil à l'ESP. Donc, qu'est-ce qu'on entend par engagement cognitif? Donc, assez rapidement, ici, on va voir qu'il y a plusieurs composantes, en fait. C'est une notion qui est plurielle. Hein. On voit qu'il y a du cognitif, il y a de l'émotionnel, il y a de l'affectif qui peut rentrer en jeu. Et on va voir qu'il y a une composante physique, en fait, qui, a priori, n'est pas évidente, mais qui, on va le voir dans nos expériences, ressort de manière très claire, en fait. Donc, qu'est-ce que c'est l'engagement cognitif? Assez rapidement, c'est les quantités de ressources cognitives qui sont mobilisées lors de la focalisation sur une tâche particulière. Et donc, nous, on va voir que dans nos expériences, on utilise principalement des tâches de lecture et non d'apprentissage. Donc, on verra, peut-être qu'on pourra en discuter après. Peut-être que ça peut, après, ouvrir des champs nouveaux pour les apprentissages. Est-ce que le corps peut nous renseigner d'un engagement particulier lors d'un apprentissage? Mais donc, ici, je vais parler principalement de lecture. Et donc, on voit que c'est dans le champ éducatif, principalement, que l'engagement cognitif a été le plus discuté, en fait. Et donc, il se définit ici comme la qualité et le degré d'effort mental dépensé par un élève lors de l'accomplissement de tâches d'apprentissage ou de tâches scolaires. Donc, on va voir qu'il y a plusieurs propriétés sur cet engagement cognitif. Donc, on peut voir... Hier, Éric Jamet en parlait, et c'est assez intéressant, c'est qu'on peut être passif au niveau comportemental tout en étant actif cognitivement, en fait. Et on n'a pas un signe égal entre le comportement et le cognitif, en fait. Ça se saurait, et c'est même, on va le voir, a priori plutôt l'inverse, en fait. Donc on peut être passif mais actif cognitivement, c'est-à-dire un opérateur qui écoute une information qui leur est donnée. On va avoir là plutôt une notion d'attention et on va voir qu'en fait, entre l'engagement et l'attention, il y a quand même des petites différences qu'on va essayer de définir ici. On peut être actif, la réalisation d'une tâche, une manipulation physique, etc. et constructif, c'est-à-dire qu'on va au-delà de ce qui nous est demandé. Donc on a plusieurs niveaux d'engagement cognitif. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, entre l'engagement et l'attention qui peuvent paraître, la différence est assez ténue, mais en fait, nous, on s'est rendu compte qu'il y a une notion de durée, en fait, qui apparaît. Alors qu'un engagement est quelque chose qui va être sur un plus long terme, sur une tâche de lecture de plusieurs pages, par exemple, l'attention est beaucoup plus transitoire, en fait. C'est ce qu'on va voir. Donc, il y a vraiment une différence ténue à prendre en considération ici entre l'attention et l'engagement. Donc tout ce qui nous intéresse, nous, c'est trouver des métriques de cet engagement. Comment est-ce qu'on peut quantifier, comment est-ce qu'on peut qualifier un engagement cognitif, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de lire un texte
est-ce qu'il est engagé dans telle ou telle partie du texte? Est-ce que il s'ennuie à tel moment en fonction de ce qu'il est en train de traiter dans le texte, en fait? Et c'est ça qui est intéressant. Donc avant, et c'est ce qui a été fait jusqu'à maintenant, on avait principalement des méthodes qualitatives qui sont subjectives. C'est-à-dire qu'on demandait offline, hein, c'est-à-dire après la lecture, est-ce que vous étiez engagé dans telle partie? Est-ce que c'était intéressant, etc. Ça a l'inconvénient, justement, d'être a posteriori et de ne pas pouvoir être monitoré en temps réel, en fait. Et donc, nous, on a essayé de trouver une méthode quantitative. On va le voir avec la motion capture qui permet de mesurer en fait les mouvements du corps de manière très très précise avec un taux d'échantillonnage de 60 Hz, c'est-à-dire que toutes les 16,7 millisecondes, on a une donnée qui nous permet de savoir très précisément comment la posture du lecteur est en train d'évoluer en fonction du contenu textuel qu'il est en train de lire. Donc vous voyez ici, il y a depuis, je dirais, une quinzaine, vingtaine d'années, on met de plus en plus en place des données multisources, en fait. C'est-à-dire qu'on va essayer de coupler plusieurs appareils physiologiques pour pouvoir enrichir notre savoir sur les comportements des lecteurs. Et donc nous, ici, on se sert d'un eye tracking, d'une part pour avoir l'information sur le contenu textuel qui est traité au mot près, et le couplage avec la motion capture, et c'est ce que je vais vous présenter à travers 2 études que j'ai menées pendant ma thèse. Donc pourquoi la posture? Effectivement, lorsqu'on s'intéresse à la lecture, on peut s'imaginer qu'on peut lire assis à un bureau, à sa table à l'école, etc. Mais il y a plusieurs comportements de lecture qui peuvent apparaître. Vous voyez ici dans le métro, à l'école, dans son canapé affalé, etc. Et finalement, notre question principale, c'est est-ce que cette posture va avoir une influence en fait sur la cognition? Et donc là, on touche un point assez précis de ma recherche, c'est-à-dire que est-ce que la cognition peut être influencée par notre corps en fait? Donc ici, et donc vous voyez ce schéma très connu où effectivement l'homme a changé sa posture tout au long de l'évolution. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur la posture? Donc, une étude, j'en cite une seule ici, mais il y en a plusieurs de Witschel en 2016 qui montrent que les micro-mouvements, parce qu'on ne parle pas de mouvements énormes, je ne parle pas d'un lecteur qui d'un coup va faire un sursaut sur sa chaise ou qui va se bloquer complètement parce qu'il est intéressé dans le texte. Non, on parle de micro-mouvements et ça, c'est important de le noter ici parce que ça nécessite, ici, moi je vais montrer la motion capture, mais avoir des métriques qui sont très très fiables parce qu'on parle de quelques millimètres en fait, et c'est pas grand-chose. Et donc, lui, qu'est-ce qui différencie? Il différencie les mouvements instrumentaux, c'est-à-dire que la tâche nécessite de bouger, aller pointer quelque chose. C'est écrit plus petit, alors je me rapproche. Ça, c'est de l'instrumental. C'est pas ce qui nous intéresse. C'est parce que le type de présentation nécessite de bouger que je bouge. C'est pas ce qui est intéressant ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les mouvements qui sont non instrumentaux, c'est-à-dire qu'ils sont pas requis par la tâche et pourtant ils existent. C'est-à-dire qu'au-delà de notre conscience, on va se mettre à bouger différemment parce qu'on est en train de lire un contenu textuel qui est émotionnellement marqué, qui est très négatif ou très positif par exemple. Et donc on ne fait même pas attention, mais on se met à avoir un comportement postural particulier. Et donc c'est ça qui nous intéresse, c'est les mouvements non instrumentaux comme indicateur de la cognition, et c'est là qu'on touche ce que je parlais tout à l'heure, la cognition incarnée. Donc on est parti des travaux d'un doctorant en 2015 qui s'appelle Jean-Luc Perrin et qui travaillait sur la lecture électronique et qui, lui, dans ses travaux, a fait une sorte d'étude exploratoire. Il est resté à la distance de lecture. Il n'a pas étudié la dynamique en tant que telle, mais il a déjà remarqué que lorsque des lecteurs lisaient un texte qui était plus difficile, ils se rapprochaient de l'écran, en fait. Et donc, partant de ce constat, nous, on s'est dit, on va faire varier des contenus textuels et on va essayer de regarder si, au-delà de la distance de lecture, il y a une dynamique particulière qui peut refléter une sorte de fluctuation comme ça de l'engagement dans le texte, en fait. Le problème, vous vous en doutez, avec un écran d'ordinateur, et d'ailleurs on l'a eu assez rapidement, c'est que c'est fixe. C'est fixe et donc du coup, lorsqu'on se propose d'étudier une dynamique posturale sur quelque chose qui est fixe, a priori, on n'a pas beaucoup de résultats. On en a eu qui étaient de l'ordre du millimètre, ce que je disais. Et donc, très vite, on a eu l'idée, et c'est l'objet de ma présence aujourd'hui, d'utiliser des tablettes, en fait, qui, abolissent la distanciation requise par l'écran, en fait. Donc, on a utilisé les tablettes tactiles pour pouvoir justement se dire, les lecteurs vont être dans des conditions écologiques, entre guillemets, et vont pouvoir bouger comme bon leur semble. Et donc, c'est ce qu'on a fait.
Donc je reprends un peu ce qui a été dit hier sur les tablettes. Donc généralement, il est acquis aujourd'hui que la compréhension d'un texte, elle est légèrement meilleure sur la lecture sur papier que la lecture sur écran. Mais hier, on a parlé de la méta-analyse de Delgado avec Lalo Salmeron qu'ils ont publié l'année dernière. On en parlait il y a un mois en Allemagne. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on passe d'un écran d'ordinateur à une tablette, finalement, la différence s'annule, en fait, parce qu'on retourne sur quelque chose de portable qui se rapproche du livre et on ne retrouve pas, en fait, cette différence de compréhension. Donc, c'est là qu'elle est doublement intéressante, la tablette, parce que d'une part, elle nous permet des mouvements et d'autre part, elle semble se rapprocher, en fait, d'un matériel qui se rapproche du livre, en fait. Donc la posture naturelle, je l'ai dit, le lecteur peut interagir avec ce qu'il a dans la main. Finalement, c'est quand même quelque chose d'avoir le texte en main plutôt que sur un écran qu'on ne peut même pas toucher. Et donc, très peu d'études ont exploré les processus cognitifs qui se produisent lors de la lecture sur tablette. Et donc, c'est ce qu'on a fait à travers 2 études que je vous présente tout de suite. Donc la première, c'est l'engagement et le changement de point de vue narratif. Alors, je vais essayer d'être assez rapide pour ne pas passer trop de temps sur les explications de ce qu'on a fait, mais ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on a un texte qui fait 2 paragraphes et que le premier paragraphe, en gros, adopte un point de vue externe, c'est-à-dire le texte est narré à la 3e personne, et qu'on change de point de vue au 2e paragraphe, c'est-à-dire que d'un coup, on passe à un point de vue interne, c'est-à-dire qu'on passe à « je ». Et donc, ce qu'on sait, c'est que les lecteurs, ils ajustent leur prise d'information, c'est-à-dire que quand ils passent à « je », il se passe quelque chose en fait au niveau cognitif et les temps de lecture sont plus lents. C'est-à-dire que le changement de référentiel narratif entraîne un effort cognitif. Et donc partant de ce constat, on s'est dit, on va reprendre les textes ici de Bacino et Pinte qui ont été faits en 1998. On s'est dit, vu qu'on sait qu'il y a un effort cognitif qui va se produire lors de la lecture de ce 2e paragraphe où le changement de référentiel apparaît, on va se demander, on va voir si la posture est capable en fait de refléter ce changement de référentiel. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a utilisé des lunettes eye tracking, parce que quand on parle de tablette, on est obligé d'avoir un eye tracker qui est mobile, en fait. On ne peut pas utiliser un eye tracker fixe. Les textes étaient présentés sur un iPad et on a utilisé une motion capture avec en fait 6 caméras infrarouges qui sont placées tout autour de la salle et qui filment, en fait, qui captent des petites boules réfléchissantes qu'on place sur les lecteurs, en fait. Il y a une photo tout à l'heure. Et donc, on a utilisé 18 textes, etc. Donc, il y a 2 conditions. Une avec changement de point de vue, on passe à jeu, et l'autre sans changement, on reste à un point de vue externe. Donc, ici, on voit les 2 paragraphes. Là, j'ai mis une carte de chaleur pour pouvoir voir exactement en fait, les points de fixation. Et en fait, c'est ça qui est intéressant dans le couplage. C'est-à-dire que, d'une part, l'eye tracking nous donne très précisément ce que le lecteur est en train de lire. Je sais qu'il est en train de lire, par exemple, le pronom personnel. Et en même temps, on a les données posturales, en fait. Et les résultats qu'on a, déjà, on réplique en fait les résultats précédents, ce qui est plutôt pas mal sur les fixations. Effectivement, on fixe plus longtemps le pronom qui change. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un changement de référentiel, le lecteur passe plus de temps à lire ce pronom qui est pas prévu, en fait, dans le flux narratif. Et qu'est-ce qu'on voit sur les mouvements de la tête? Donc speed of head motion, c'est en fait la vitesse du mouvement des lecteurs et de leur tête en particulier. Et on voit que quand il y a changement, on a une focalisation posturale, entre guillemets, c'est-à-dire que les lecteurs bougent beaucoup moins lorsqu'ils sont en présence de cet effort cognitif à fournir en vue d'intégrer le nouveau point de vue narratif. Et donc, on voit que c'est vrai sur le pronom, mais c'est vrai aussi sur le verbe, le complément. Et en fait, tout au long de la phrase où le changement apparaît, les lecteurs se focalisent posturalement. Donc, en discussion, le comportement de lecteur change selon le changement de point de vue narratif. Les durées de fixation augmentent, ça on l'a répliqué, on l'a vu, c'était déjà montré auparavant. Et surtout, ce qui est nouveau, c'est que la vitesse des mouvements de la tête, elle décroît sur le pronom et indique un changement de point de vue. Et donc ça, c'était quelque chose, c'était une des premières études qui montrait que même un léger changement comme ça de pronom sur un seul mot, en fait, les mouvements du corps peuvent le refléter, en fait.
Et donc, l'engagement cognitif fluctue en fonction des opérations référentielles et intégratives au cours de la lecture. C'est-à-dire en fonction de ce qu'on doit intégrer, de la trace mnésique, de l'intégration du texte, du modèle de compréhension, et on a cette fluctuation de l'engagement qui est reflétée par les mouvements posturaux. Et donc, on a une sorte de construction dynamique comme ça. La lecture, c'est pas quelque chose qui est tout droit et qui va être constant. On a quelque chose de dynamique. Et cette dynamique, elle est reflétée par les mouvements du corps. La deuxième expérience, cette fois-ci, on a utilisé des textes un peu plus longs, enfin d'une page toujours, mais qui n'étaient pas découpés en 2 paragraphes. Comme ça, on a utilisé des textes émotionnels qu'on avait fait rédiger. Je passe sur la production des textes qui ont été jugés sur des échelles SAM ici. On a fait rédiger des textes négatifs, des textes positifs et des textes neutres. Et on s'est demandé si, justement, la dynamique posturale était susceptible de refléter la lecture de ces textes émotionnels. Est-ce que c'était sensible aux émotions? Donc, qu'est-ce qu'on sait là-dessus? C'est que les mots négatifs sont reconnus plus lentement que les mots positifs. On appelle ça, il y a un avantage du positif sur le négatif. Et les processus affectifs impliqués dans la lecture des textes sont plus complexes, en fait. Donc, on a essayé de voir, en manipulant ces textes émotionnels, si la posture pouvait rendre compte de cet engagement cognitif dans les textes avec des valences. Et est-ce que le positif avait un avantage sur le négatif, etc. On a utilisé le même protocole expérimental en utilisant, on va voir la photo juste après, des lunettes, la tablette, les marqueurs de motion capture, etc. Ici, il y avait 18 textes expérimentaux, 6 textes neutres, 6 textes positifs et 6 textes négatifs. Donc voici le montage expérimental. Donc vous voyez ici une photo où je ne sais pas si c'est très visible. Oui, on voit au-dessus de la tablette, il y a un marqueur qui permet de tracer les mouvements non seulement de la tablette, du participant. Sur les lunettes eye tracking, on voit des petites boules aussi réfléchissantes. Et donc le lecteur, vous voyez à côté, il y a une animation, est en train de lire le texte émotionnel sur l'iPad, et donc on sait exactement ce qu'il est en train de lire. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On retrouve cet avantage des textes positifs. Donc là où ça avait été montré sur des mots, seulement des mots isolés, principalement sur la lecture de mots à valence émotionnelle, nous on le voit sur des textes entiers. Ce qui est assez intéressant, les textes positifs mènent à des fixations beaucoup plus courtes. En tout cas, la différence est significative. On a fait le diamètre pupillaire aussi, parce qu'on trouvait ça intéressant. Déjà, on avait la donnée, et donc c'était pas très très compliqué après de l'analyser. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'effectivement, lors de la lecture des textes émotionnels, il n'y a pas de différence entre positif et négatif. Par contre, pris ensemble et comparé au texte neutre, on voit que le diamètre pupillaire est plus important, en fait. Donc, il y a un traitement particulier qui a été effectué sur ces textes émotionnels. Alors, la question, vous vous en doutez, c'est est-ce que la posture, du coup, a réagi? Eh bien oui, vous voyez, la différence est vraiment marquée. Là, pour le coup, il n'y a aucun débat possible. On voit bien que, vous voyez, en vert et en orange, ce sont les textes émotionnels, et en bleu, ce sont les textes neutres. Là, on voit qu'il n'y a pas de différence sur les textes émotionnels. On ne peut pas différencier les textes positifs, négatifs. C'est seulement la nature émotionnelle du texte qui a produit une dynamique posturale particulière. Ce n'est pas le fait qu'il soit positif ou négatif a priori ici. C'est sa nature émotionnelle qui a produit une focalisation particulière qui a ici été traduite non seulement sur la synergie. Qu'est-ce qu'on appelle synergie? C'est le mouvement relatif entre la tablette et le lecteur. Après, on a pris le mouvement de la tête tout seul et le mouvement de la tablette tout seul. Et forcément, sur ces 3 valeurs, on retrouve le même résultat, c'est-à-dire moins de mouvement lorsqu'on lit des textes émotionnels. Donc, on a une influence du caractère émotionnel sur la posture du corps. Donc, on a un effet de la valence, on a vu sur les données oculaires, avec des fixations plus courtes sur les textes positifs, donc c'est en accord avec les résultats précédemment publiés. Et on a un effet de la valence sur les mouvements de la tête et les mouvements de la tablette. Donc l'engagement cognitif ici, c'est pareil, il fluctue en fonction des émotions qui sont ressenties au cours de la lecture. Et donc, encore une fois, on a une sorte de construction dynamique au cours de la lecture, et des niveaux de cohérence et de construction d'une représentation affective du texte qui interagit avec les niveaux linguistiques, et ça, c'est ce qui a été montré par Jacobs notamment. Donc finalement, l'engagement cognitif, on a vu, ça a été défini comme la quantité de ressources
cognitifs qui sont mobilisés lors de la focalisation, c'est ce qu'on a vu tout au début. Et ce couplage de l'eye tracking et de la motion capture, il permet et il est sensible au référentiel, on a vu tout à l'heure. Il est sensible au niveau affectif, on l'a vu avec les textes émotionnels, et sémantique, je n'ai pas le temps de la présenter, mais on a fait la même chose avec des textes qui étaient pertinents versus des textes non pertinents. Effectivement, quand les lecteurs se mettent à lire quelque chose qui est pertinent avec une tâche qu'on leur a donnée, pareil, ils se mettent à se focaliser sur les parties du texte qui sont pertinentes, et on a une décroissance des mouvements de la tête, en fait. Et donc tout ça, ça vient un peu valider cette idée de construction dynamique des divers niveaux de représentation d'un texte. Donc pour conclure, la lecture sur écran mobile, c'est une activité, on l'a vu hier avec toutes les présentations qu'on a vues, une activité quotidienne qui prend une part croissante de la population au niveau éducatif notamment. Et donc on peut imaginer que les travaux que nous on a mis en place au Lutin à Paris pourraient se déborder sur le champ éducatif, parce que effectivement les mouvements du corps semblent être à prendre en considération lorsqu'on souhaite étudier l'engagement de ces petits lecteurs dans le contenu qu'on leur présente. Et en plus, cet impact des technologies est encore très très mal connu, et effectivement il nous reste plein de choses à faire, et c'est quelque part une bonne nouvelle en fait. Le couplage eye tracking mocap permet de mesurer l'engagement cognitif d'une manière objective, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, et les résultats indiquent que cette approche méthodologique, vous l'avez vu, est fructueuse pour l'étude de la lecture dans les contextes numériques. Donc ici je vous montre donc les diverses études que je vous ai présentées qui ont été publiées dans les revues durant ma thèse l'année dernière et cette année. Et voilà, donc je vous remercie non pas pour votre attention du coup, mais pour votre engagement dans la présentation que vous venez d'entendre. Merci. Merci Hugo. Alors, des questions, des réactions? Ouais, Cécile. Merci. J'avais tout d'abord une question sur la définition du concept d'engagement cognitif, notamment par rapport à la charge, parce que la charge mentale, on la mesure aussi au travers du diamètre pupillaire. Donc, est-ce que c'est la même chose ou pas? Quel indice on prend dans le diamètre pupillaire pour définir quel engagement cognitif? Il y a aussi une question de différenciation par rapport au flow. Donc, ça, c'est plutôt pour les concepts théoriques. Et puis, j'avais une question aussi sur la durée de lecture. Donc, dans les manips que tu as présentées, combien de temps durait la tâche? Voilà, c'est une moyenne sur l'ensemble de la tâche, ou est-ce que c'est à des moments particuliers? Oui, alors en fait, c'est toute la question, c'est définir justement qu'est-ce que c'est qu'un engagement cognitif. Et là où en fait la charge va être beaucoup plus ponctuelle en fait. Nous, on estime que l'engagement va être quelque chose de beaucoup plus soutenu au cours de la lecture en fait, et qu'on va pouvoir en quelque sorte monitorer avec les mouvements du lecteur. C'est-à-dire que là, on l'a montré sur un texte sur les expériences qui faisaient une page en fait. On en a montré plusieurs, mais on peut imaginer, et on l'a fait d'ailleurs sur des textes beaucoup plus longs, 15 pages, 20 pages en fait. Et on va pouvoir voir que des fois on perd cet engagement, et donc les lecteurs vont se remettre à avoir un balancement postural, et quand ils vont tomber sur des informations pertinentes, par exemple, vont retrouver cet engagement en fait. Donc là où en fait il n'y a pas forcément de notion de difficulté qu'on retrouve dans la charge cognitive en fait, à mon avis. C'est quelque chose à plus long terme. Et encore une fois, nous, on travaille vraiment sur la lecture. Donc, on n'est pas sur du calcul mental, on n'est pas sur de la détection de cibles, par exemple, des choses comme ça. Où là, les travaux, il en existe, où ils montrent exactement la même chose. A priori, on a moins de mouvements aussi. Nous, on est plus dans une approche de lecture à plus long terme, en fait. Et c'est un peu ça la différence, même si, encore une fois, elle est ténue. On parle de concepts qui sont vraiment proches, en fait, et qui conviendraient de définir beaucoup plus précisément. Je suis d'accord. Pour les durées des expériences, ça dépend lesquelles. En fait, on faisait lire, vous voyez, à peu près 18 textes qui faisaient à chaque fois une page, en fait. Donc, on arrive à peu près à 3/4 d'heure de lecture par expérience. Les textes émotionnels, on était à 1 heure, par exemple. On est toujours sur l'heure de lecture. Et ce qu'on voit d'ailleurs, et ça je ne l'ai pas présenté, mais c'est qu'au cours du temps,
En fait, on voit que les participants bougent de plus en plus, hein, parce que ça devient trop long, en fait, quelque part, et ils perdent leur engagement dans la lecture en elle-même, au-delà, en fait, de ce que nous, on essaye de manipuler. On voit dans leur posture qu'ils, entre guillemets, ils en ont marre. D'autres questions? Moi, j'en ai une petite. Est-ce que tu as pris en compte des variables interindividuelles dans tes études? J'imagine que oui. Soit en termes de connaissances dans les domaines de lecture, soit les habiletés de lecture, ou les habitudes de lecture. Alors, on a fait, par exemple, dans la lecture des textes émotionnels, on a utilisé le POMS, hein, le Profile of Mood Scale, en fait, pour essayer de voir si en arrivant au labo, si leur état émotionnel, a priori, avait en fait une influence sur leur comportement de lecture, en fait. Et a priori, ça n'a rien donné, en fait. On pensait effectivement que quelqu'un qui, je sais pas, arrivait complètement déprimé aurait peut-être des dynamiques différentes, mais en fait, non, on n'a pas trouvé ça. Dans la lecture sur tablette, on a essayé de prendre aussi leur habitude, parce qu'effectivement, ils utilisaient une tablette au quotidien pour lire, etc., etc. Et donc, c'est pareil, a priori, c'est pas quelque chose qui est déterminant, en tout cas, dans leur dynamique posturale, dans la lecture. Ok, merci. D'autres questions? Ouais. Bonjour. En fait, si j'ai bien compris, quand il s'agit de quelque chose comme un changement de perspective qui va impliquer justement un effort cognitif, il y a plutôt des mouvements qui apparaissent. Non, c'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse, Ouais. Ah, d'accord, alors excusez-moi. En fait, c'est l'inverse. C'est justement lorsqu'il y a en fait un effort cognitif à fournir, et ben en fait cet effort va être soutenu par le fait que les lecteurs vont en fait se focaliser au niveau postural. C'est-à-dire, vous avez quelque chose à intégrer, bah du coup vous bougez moins en fait. D'accord. Et c'est ce qui se passe aussi quand il y a une valeur émotionnelle forte. Là aussi, la posture se fige. Et vous pensez que c'est de la même nature ce défaut de posture, alors que d'un côté, ça relève plus de l'émotionnel et de l'autre d'un effort cognitif? En fait, je pense que les deux viennent du fait qu'il faut intégrer quelque chose qui est différent, qui est pas prévu. En fait. C'est-à-dire que là où, quand il y a un changement de référentiel, on est plus justement sur l'effort cognitif et à la limite la charge mentale. Alors que lorsqu'on a un texte entier à lire qui est émotionnellement marqué, bah là on est plus sur un engagement en fait au long cours. Après nous on s'est dit est-ce que c'est la nature émotionnelle ou est-ce que c'est l'arousal en fait, l'excitabilité en fait, parce que finalement, ça peut seulement être ça. Alors, on a fait une expérience qui est en cours de traitement. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va faire lire des textes d'horreur, donc très très marqués émotionnellement, mais surtout avec un arousal très élevé. Hein. Et en face, on va faire lire des textes érotiques. Et comme ça, on va se dire, en fait, est-ce que c'est vraiment le fait qu'il soit positif, négatif, ou est-ce que c'est justement parce que il y a une forte excitabilité. Et en fait, a priori, les premiers résultats montrent que les textes érotiques semblent beaucoup plus engageants pour les lecteurs, en fait. Je vous laisse méditer. D'autres questions? Merci Hugo, alors. Merci. Je propose d'enchaîner les présentations. Donc merci à Aline Chevalier qui va nous présenter une étude expérimentale. Donc Aline est professeure de psychologie cognitive d'ergonomie ici.